Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de votre programme quotidien ou semi-quotidien Afrique. On commence tout de suite avec cette information. Les électeurs continuent de voter dimanche lors du second tour des élections législatives dans 19 circonscriptions annulées en première phase dans 7 gouvernorats qui disposent de 35 sièges individuels. Il est prévu que les résultats de ce second tour soient annoncés le 4 janvier. De son côté, le directeur de l'organe exécutif de l'autorité électorale, de l'autorité nationale des élections, le conseiller Ahmad El-Bendari, a confirmé que le vote se déroulait sans problème lors du second tour à la Chambre des représentants dans 19 circonscriptions. Il a exhorté les électeurs à continuer à participer massivement au deuxième jour de vote dimanche. Et pour plus d'explications sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous rejoint par téléphone Dr Rizk Shahata, qui est analyste politique. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, premièrement, quand on parle de ces élections, comment voyez-vous le déroulement des élections, surtout avec les conférences de presse de chaque journée de vote pendant la matinée et pendant la soirée par le conseiller Ahmad El-Bendari, le directeur exécutif de l'autorité nationale des élections? Oui, c'est son devoir de faire cela, de faire à chaque fois donner la situation actuelle. C'est vrai, ces élections, ils ont pris pas mal de temps, pas mal des circonscriptions qui sont recommencées leurs élections. Mais bon, le travail est fait, le travail est fait correctement. L'État s'engage à préparer une ambiance des élections dans les ambassades et chacun, il est là comme un soldat qui fait son devoir parce qu'on s'est battu énormément pour avoir le droit de voter, surtout les étrangers, les Égyptiens à l'étranger. Oui. Et donc, voilà, maintenant, le plus dur est fait et on va commencer une nouvelle législature et tout va bien. Espérons pour le mieux. Monsieur Rizk, quand on parle également des aspirations des électeurs à l'étranger de ce nouveau Parlement, de ce nouveau Conseil de députés, quelles sont ces aspirations? D'un côté, c'est bien parce qu'on a besoin d'un Parlement pour légiférer, proposer des lois, représenter le besoin de chaque circonscription. Oui. Mais je pense qu'il y a encore du travail à faire par rapport aux élections, par rapport à... Mais bon, il faut encore changer quelques règles. Je ne sais pas si on aura besoin de la Constitution pour cela. Moi, je pense que les listes n'ont pas donné c'est ce qu'il faut. Bon, c'était au départ, c'était bien d'avoir des listes dans un moment où l'Égypte ne peut pas se permettre des fausses notes. Mais maintenant, je pense qu'il faut que les élections législatives soient des élections individuelles, comme tous les grands pays au monde, comme la France. En France, il y a 577 députés. Il peut appartenir à un parti politique, mais en même temps, il se présente individuel face à sa circonscription, face à ses électeurs. Et c'est beaucoup mieux, ça fait que l'électeur s'approche plus de la personne qu'il a choisie. Et je pense que c'est le bon sens. Un jour, je pense qu'on le fera en Égypte un jour. Mais on était obligé de faire des listes parce que le pays était en danger, c'est clair. Espérons pour le mieux. Monsieur Dr Rizk Shahata, je tiens à te remercier de tes explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes analyste politique.
Et nous enchaînons, chers téléspectateurs, avec ce commentaire. Un groupe transrégional de pays africains, arabes et islamiques a exprimé le rejet ferme de la reconnaissance par Israël de la région de Somaliland, estimant que cette décision menace la stabilité de la Corne de l'Afrique, la sécurité de la mer Rouge et le respect du droit international. Pour plus de détails, voici un commentaire. Un front diplomatique élargi s'est formé pour condamner la décision d'Israël de reconnaître le 26 décembre 2025 la région dite du Somaliland, partie intégrante de la République fédérale de Somalie. Dans une déclaration conjointe, les ministres des Affaires étrangères de plus de 20 pays africains, arabes et islamiques, entre autres l'Égypte, l'Algérie, les îles Comores, Djibouti, la Somalie, le Soudan, la Gambie, la Libye et le Nigeria, ainsi que l'Organisation de la coopération islamique, ont dénoncé une mesure jugée sans précédent et lourde de conséquences pour la paix et la sécurité régionale et internationale. Les signataires ont souligné que cette reconnaissance constituait une violation flagrante du droit international et de la Charte des Nations Unies qui consacre le respect de la souveraineté des États et de leur intégrité territoriale. Ils ont mis en garde contre les répercussions directes de cette décision sur la stabilité de la Corne de l'Afrique et de la région stratégique de la mer Rouge. Le communiqué réaffirme également un soutien total à la souveraineté, à l'unité et à l'intégrité territoriale de la Somalie, rejetant toute initiative susceptible de porter atteinte à son autorité sur l'ensemble de son territoire. Enfin, la déclaration rejette catégoriquement toute tentative de lier cette reconnaissance à d'éventuels projets de déplacement forcé du peuple palestinien, appelant que de telles pratiques sont inacceptables en toutes circonstances. Et au début de sa visite officielle à Djibouti, le ministre de l'Industrie, des Transports, Kamel El-Wazir, a inauguré la centrale d'énergie solaire dans la localité d'Amarkajé, dans la région de Arta à Djibouti. Le ministre a souligné que ce projet reflète la profondeur des relations fraternelles entre l'Égypte et le Djibouti. Pour plus de détails, voici un commentaire. Au début de sa visite officielle à Djibouti, le ministre des Transports et de l'Industrie, Kamel El-Wazir, a inauguré une centrale solaire dans la localité d'Amarkajé, dans la région d'Arta. Lors de la cérémonie, le ministre a souligné que ce projet reflète la profondeur des relations fraternelles entre l'Égypte et Djibouti, ainsi que la volonté commune des dirigeants des deux pays de renforcer une coopération fondée sur le développement durable. Il a indiqué que cette centrale constitue une concrétisation des résultats de la visite présidentielle à Djibouti en avril 2025, qui a marqué un nouveau départ pour la coopération bilatérale, notamment dans les secteurs de l'énergie, des infrastructures et de l'économie verte. Le ministre a précisé que le projet s'inscrit dans une vision stratégique visant à soutenir les voies de développement durable dans la région de la Corne de l'Afrique et de la mer Rouge, considérée comme un intérêt commun en matière de stabilité et de prospérité. La centrale solaire contribuera à améliorer la qualité de vie des populations locales, à soutenir l'activité économique et à renforcer le recours aux énergies propres et renouvelables. En conclusion, Kamel El-Wazir a réaffirmé l'engagement de l'Égypte à poursuivre sa coopération avec Djibouti et à soutenir les projets de développement au service des intérêts des deux peuples. Et alors que les départs vers l'Europe et le Golfe, les pays du Golfe reculent nettement, la pression migratoire se renforce à l'intérieur du continent africain portée par la croissance démographique et la recherche d'opportunités économiques. Pour plus de détails, voici un commentaire. Selon une étude récente, l'Afrique enregistre un net recul de la migration irrégulière vers l'extérieur du continent, sous l'effet d'un durcissement marqué des contrôles aux frontières vers l'Europe et la péninsule arabique. En 2024, environ 146 000 migrants africains ont été interceptés en tentant de rejoindre l'Europe ou les pays du Golfe, soit près de la moitié du niveau enregistré en 2023. Cette baisse est largement attribuée à l'intensification des opérations de contrôle soutenues par l'Union européenne en Afrique du Nord et de l'Ouest, ainsi qu'au renforcement des dispositifs de surveillance maritime en mer Méditerranée, dans l'Atlantique et au détroit de Bab el-Mandeb. Malgré ce recul, le bilan humain reste lourd. Plus de 4 400 migrants sont morts ou portés disparus en 2024, principalement lors de traversées maritimes dangereuses vers l'Europe. Parallèlement, la pression migratoire se déplace à l'intérieur du continent.
D'après les estimations de l'Organisation des Nations Unies, la migration intra-africaine a augmenté de 25% en 10 ans, atteignant près de 15 millions de personnes en 2024. Il s'agit majoritairement de migration de travail, souvent informelle, vers les pôles économiques régionaux. L'étude souligne que la combinaison d'une croissance démographique rapide, d'un chômage élevé des jeunes et de possibilités limitées de migration hors du continent continuera d'alimenter la migration irrégulière et informelle en Afrique. Elle met en avant la nécessité de politiques innovantes axées sur la création d'emplois, la mobilité légale de la main-d'œuvre et la protection des migrants, afin de faire face durablement à ce défi majeur pour la sécurité et le développement du continent. Et les Guinéens ont commencé à voter aujourd'hui pour élire leur président, 4 ans juste après la prise de pouvoir par une junte dirigée par le général Mamadi Doumbouya, grand favori d'un scrutin auquel il avait promis de ne pas se présenter et dont ont été écartés les principaux opposants. Un total de 6,8 millions d'électeurs sont appelés à voter dimanche entre 7 h du matin et 18 h du soir pour choisir entre 9 prétendants, dont le général Doumbouya, 41 ans, et qui semble assuré de gagner dès le premier tour face à des candidats peu connus du grand public. Élection toujours, les Ivoiriens ont voté samedi pour des législatives marquées par une faible participation et ponctuées par des échauffourées qualifiées de mineures par les autorités. Selon des chiffres provisoires publiés dans la nuit par la Commission électorale indépendante, CEI, la participation s'est élevée à 32,34% pour ce scrutin boycotté par le parti de l'ex-président Laurent Gbagbo. Le taux de participation s'était élevé à 37,88% lors des précédentes législatives en 2021, un taux équivalent à celui de 2016. Les résultats provisoires sont annoncés au compte-gouttes par la CEI. Et les électeurs centrafricains ont commencé à voter pour l'élection présidentielle où Faustin Archange Touadéra part favori pour un 3e mandat consécutif en se targuant d'avoir stabilisé ce pays abonné au conflit. Quelques 2,3 millions d'électeurs sont appelés à voter entre 5 h et 17 h GMT pour ces élections à la fois présidentielles, législatives, municipales et régionales. Et à présent, on passe au sport. Au sport, le Nigeria, porté par Ademola Lookman, s'est qualifié pour les 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc grâce à sa victoire 3-2 sur la Tunisie samedi à Fès au Maroc. Après l'Égypte, vendredi, les Super Eagles, assurés de terminer premier du groupe C, sont la 2e équipe à rallier la phase finale qu'ils débuteront le 5 janvier face à un 3e du groupe à Fès également. La Tunisie, dépassée mais combative, qui aurait même pu égaliser en fin de rencontre, devra battre la Tanzanie mardi à Rabat pour rejoindre le Nigeria en 8e de finale. Et le Sénégal, favori de la Coupe d'Afrique des Nations avec le Maroc, a été en échec, 1 but partout par la République démocratique du Congo RDC dans un des chocs de la phase des groupes. Dans le groupe D, tout se jouera donc lors de la 3e et dernière journée car le Sénégal et la RDC ont 4 points et le Bénin 3 points. Samedi, les Lions de la Teranga se sont quittés bon amis avec un match nul, 1 partout, qui n'a pas beaucoup de conséquences, mais si les deux sélections n'auront pas le droit à l'erreur lors du dernier match de groupe mardi soir. Sérieux et efficace contre le Botswana cette semaine, 3-0. Le Sénégal avec le même 11 a aussi largement dominé la RDC. À Tanger, face à la RDC, les Sénégalais ont perdu du lien en attaque et pas mal de spontanéité.
Et ceci conclut, chers téléspectateurs, notre édition d'aujourd'hui de votre programme Afrique. Je vous remercie de votre attention et bonne suite de programme.